Bonjour à tous, je suis Vincent Klingbeil. Que vous soyez dirigeant d'un grand groupe, start-upper ou simplement curieux d'en savoir plus, bienvenue dans le Tech Show. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette troisième édition du Tech Show. Le Tech Show, c'est désormais notre rendez-vous mensuel autour de la tech et du digital. Comme vous le savez, chaque mois, une personnalité du numérique nous rejoint en plateau pour faire part de son expérience et parler des enjeux de demain. Mais avant d'accueillir notre prochain invité, voici le sommaire de l'émission. Aujourd'hui dans le Tech Show, Karine Veil nous a préparé une toute nouvelle chronique sur les séries télé. Edwina recevra en plateau Raphaël Dornano alors que Mickaël Finel nous fera découvrir un métier du digital. Vidal, notre chroniqueur spécialiste des crypto-monnaies, nous rejoindra pour nous parler des nouvelles tendances. Mais aussi Hervé, Sabrina, Olivier et Solal, c'est tout de suite dans le Tech Show. Mon invité aujourd'hui est un jeune entrepreneur, mais il a déjà une longue carrière derrière lui. Fondateur de la célèbre application AppGratis, banni définitivement de l'App Store en 2013, il est devenu, malgré lui, l'un des symboles de la dépendance aux GAFAM. Il a depuis remonté la pente et renoué avec le succès en fondant Batch.com. Il a aussi investi dans de nombreuses startups. Simon Davla est notre invité. Salut Simon. Salut Vincent. Alors on se check comme dans la vallée. La vallée de la mort. Ah, direct, petite vanne du début. Simon, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de t'accueillir pour cette troisième édition du Tech Show. Et on avait envie d'avoir un entrepreneur successful comme toi, au parcours atypique. Pourquoi? Parce que tu as eu des succès, de très beaux succès, mais également un échec dont on va parler. Je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment un échec, plutôt une circonstance qui a fait que tu as dû arrêter une de tes entreprises. On ne va pas parler que de ça, je te rassure. On va beaucoup parler aussi de tes succès. Donc ici au Tech Show, on trouve que valoriser les difficultés et partager avec d'autres entrepreneurs certaines circonstances que tu as su surmonter, c'est important. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce que tu penses que l'échec, c'est aussi peut-être la clé du succès? L'échec, ça forge le caractère, oui, absolument. Et surtout dans le monde des startups où on a tendance à quand même beaucoup parler des success stories et quand même pas beaucoup des échecs dans les détails. En avoir traversé des vrais. Alors moi, c'était pas vraiment un échec, c'était plutôt une circonstance. J'appelle ça un revers, moi, un revers de fortune, parce que c'était pas vraiment de notre fait, mais je pense qu'on a dans l'adversité énormément appris. Et ce que je peux amener aujourd'hui dans ma boîte Batch ou auprès des participations des boîtes dans lesquelles j'investis, c'est aussi un petit peu ce savoir-faire et ces retours d'expérience de qu'est-ce qui se passe quand les choses sont un peu moins paillettes, quoi. Alors j'aimerais qu'on en apprenne un peu plus sur ton parcours, car tu as une histoire incroyable. Tu es une sorte de légende de l'aventure entrepreneuriale. Alors Simon, je te propose de commencer par l'interview Backstory. Simon, le but de cette interview est très simple. Je te donne des éléments de ta bio. Une bio qui a été écrite par notre stagiaire de 3e, qui est très connu maintenant. Tout le monde essaye de le débaucher. Donc parfois, ça va être vrai, parfois c'est faux. À toi de me dire si c'est correct ou si c'est une bêtise. Parfait. T'es prêt Simon? Prêt. C'est parti. Alors Simon, tu es né en 1984 à Paris. Ton papa est photographe de mode et ta maman styliste. Absolument, oui. Donc, c'était pas tout à fait déjà le milieu de l'entrepreneuriat. C'était pas l'entrepreneuriat au sens propre, mais mes parents ont une deuxième vie. Ils étaient artistes à Paris, et puis après on a fait le tour du monde en bateau pendant 3 ans. Et quand on est revenu en France, ils ont monté un business de meubles en bois, d'extérieur et de luxe. Et ils ont été entrepreneurs de PME pendant une vingtaine d'années. Donc j'ai quand même eu ce modèle-là, si tu veux, devant moi, mais effectivement, mes parents n'étaient pas capitaines d'industrie ou entrepreneurs dès le début, quoi. Alors, bonne transition, tu as quasiment spoilé la question d'après. Donc, il y a 5 ans, tu pars faire le tour du monde en bateau avec tes parents. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Mon père était obsédé par la navigation, par les récits de croisière, par moitossier. Il a fait 2 fois l'Atlantique sur des petits rafios avec mon grand-père et un ami. Et après, il a passé 6 ans à construire lui-même un bateau. À l'île de Ré, de ces petites mains. À 5 ans, est-ce que tu en gardes encore des souvenirs de ce tour du monde? Plein de souvenirs, ouais. Étonnamment, ça a vraiment marqué ma mémoire très fortement. J'avais entre 6 ans quand on est parti, 10 ans retour. Donc c'était un tour du monde de 4 ans en fait? 3 ans et demi, ouais. Waouh. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Ah ouais, c'est fou. Et alors, de quel pays tu pourrais nous parler? Quel est le pays qui t'a le plus marqué? Pendant ces 3 ans et demi, on a passé 1 an dans une île des Caraïbes qui s'appelle Tobago, qui est connue pour avoir un des carnavals les plus extraordinaires au monde. Et on est arrivé d'Europe en traversant en pleine semaine du carnaval, donc c'était incroyable. Et 1 an plus tard, après avoir fait un petit tour dans les Caraïbes, on est revenu s'installer. Et on y a vécu 1 année entière et c'était extraordinaire. C'était une île avec des gens
des gens extraordinaires. C'était un moment assez béni. Il y avait très très peu d'étrangers qui s'installaient à Tobago, donc on avait vraiment notre petite bulle, tout le monde dans l'île nous connaissait. C'était génial, je regarde un souvenir extraordinaire. Et du coup, tu te verrais refaire ça avec tes enfants plus tard? Ouais, moi c'est un de mes grands projets de vie, un jour de pouvoir vivre de manière itinérante entre Paris et un bateau qui serait quelque part en Méditerranée et avoir ma famille sur un bateau. Ouais. Parce que c'est vrai qu'avec le télétravail, là, il y a une généralisation aussi des digital nomades. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais faire, ça, travailler dans différents pays, changer tous les mois? J'ai rencontré un entrepreneur là, qui change tous les mois de pays. Ça n'a jamais été mon truc vraiment, le côté digital nomade au sens passer d'un coworking à l'autre. Mais non, être en bateau, c'est un peu être nomade, ouais. Donc ouais, bien sûr. Alors, je continue à 15 ans, tu deviens une star de la chanson aux US avec le titre Baby. Alors, Baby, non. Non, ça c'est pas, ça c'est une erreur du stagiaire. Ah, je pense qu'il a dû confondre. Mes talents musicaux sont très faibles, malheureusement. D'accord, donc... À mon grand regret, d'ailleurs. Ok. À 17 ans, tu crées ta première boîte, puis tu fais une crise d'adolescence et tu quittes l'île de Ré où tu vivais. Ouais, alors j'ai fait tout ça à peu près en même temps, mais effectivement, à 18 ans, enfin à 17 ans, j'ai monté ma première boîte avec 2 mecs plus âgés que j'ai rencontrés en ligne. On avait créé un des plus gros forums et communautés autour du jeu Counter-Strike en Europe, ça s'appelait esfrance.net. Il y avait des centaines de milliers de gamers qui s'y connectaient. Ça m'a donné vraiment la vocation, l'envie de créer des communautés en ligne, et c'est un peu l'année où j'ai décidé de quitter le giron familial. À 18 ans, j'ai quitté La Rochelle, où j'avais passé mon bac et fait une année de fac, et je suis venu m'installer à Paris pour poursuivre mes études. Ouais. Et donc à cette période, tu es un très gros consommateur de jeux vidéo, notamment, comme tu nous le disais, de Counter-Strike, et tu as même fait de la compétition en e-sport. J'en ai fait brièvement, mais surtout je faisais partie des gens qui organisaient les compétitions en ligne et qui permettaient à tous les gamers de créer leur site web pour leur clan. On était plutôt dans le développement de services pour les gamers. Ouais. Et tu t'intéresses toujours à ce secteur qui est complètement booming en ce moment, le secteur du e-sport, où ça y est, maintenant tu as décroché, tu Pas plus du tout. J'y ai bossé 3 ans très sérieusement, je m'en suis un peu dégoûté. C'est un marché où c'était très dur de faire émerger des modèles économiques. Et j'ai jamais remis le nez dedans du tout. Mais je suis resté proche de pas mal de gens qui ont persévéré. Ouais. Donc à 25 ans, tu bosses pour Virtuose, une boîte qui est pionnière dans l'intelligence artificielle. Alors est-ce que ça, c'est vrai? Ça, c'est absolument vrai. Ça a marqué ma carrière profondément d'ailleurs, ma rencontre avec les fondateurs de Virtuose. D'accord. Et qu'est-ce qui est devenu la boîte? La boîte, écoute, c'est presque plus qu'une boîte, c'est une saga. Virtuose, ça a duré 10 ans. Ils ont été rachetés par Nuance, qui est un énorme éditeur de logiciels aux États-Unis. Ils ont recréé dans la foulée une boîte dans laquelle j'avais investi, Weed.ai, qui a été racheté par Facebook en 2015 pour être la technologie de machine learning derrière leur plateforme de chatbot. D'accord. Et ils ont remonté une boîte dans laquelle j'ai investi qui s'appelle Nabla, qui est une plateforme de médecine personnalisée en ligne dont vous allez entendre énormément de parler dans pas très longtemps. C'est vrai que d'un côté, tu as une belle carrière d'entrepreneur, mais en plus une carrière d'investisseur, enfin de business angel, puisque tu as investi dans pas mal de sociétés. Est-ce qu'il y a une société dont tu es très fier et dont tu pourrais nous parler? Quelle est un peu la success story dans laquelle tu as pu investir? Ouais, écoute, j'ai investi dans une bonne trentaine de boîtes depuis 2013 et j'ai fait quasiment la moitié de mes investissements sur les 18 derniers mois, donc j'ai beaucoup accéléré. Au total, j'ai dû réinjecter dans l'économie presque 1 million d'euros de mon argent perso, donc je suis très actif. D'accord. Et je le fais en prenant des gros risques, parce que je le fais avec mon argent à moi. Dans les belles boîtes que j'ai financées, il y en a une que tu connais peut-être, Bankin, agrégateur bancaire extrêmement connu. Il y en a une que j'adore, qui s'appelle Murphy, qui est une plateforme de réparation d'électroménager à domicile, dont on parle énormément, qui est vraiment une très jolie boîte. J'ai investi dans Colette Club, qui est une plateforme de cohabitation intergénérationnelle entre jeunes et seniors. J'ai investi dans, le problème c'est que quand il faut les citer toutes, je les oublie, Nabla, vraiment une très belle boîte Nabla, dont on va beaucoup entendre parler je pense. Et donc après cette expérience, donc, tu pars dans la vallée, hein, on dit comme ça, et après donc c'est la crise de 2008 des subprimes, et là tu es licencié, donc tu es viré en fait. Ouais, alors là un petit flashback par rapport à ce qu'on se disait juste avant, mais effectivement 2007-2008, je pars à San Francisco, je bosse pour une agence de marketing en ligne qui s'appelle Creative Feed, qui ensuite me place dans un de ses gros clients, une boîte de hardware qui était à San Mateo, Sonimtech, et je passe 2 ans dans la Silicon Valley. C'est là où j'ai l'idée, en fait, en 2008, quand l'App Store sort, quand l'année après la création de l'iPhone, de lancer AppGratis, qui est effectivement devenu un des pionniers de l'app discovery et de la promotion d'applications sur smartphone. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette époque d'app gratuite? Donc déjà, en quoi consiste AppGratis? Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette aventure? Écoute, AppGratis, c'était vraiment une aventure de jeunes entrepreneurs, plein d'illusions, d'énergie, qui essayaient de défricher un marché qui se créait.
J'avais créé en 2009 d'abord une newsletter qui tous les jours mettait en avant une application. Et je contactais le développeur, je lui disais est-ce que tu veux pas baisser le prix de ton app ou la passer gratuite pour la journée. En retour, je vais te faire une grosse campagne de promotion d'une journée. Et ce modèle a explosé. Pour te donner un ordre d'idée, on a fait en 2010 300 000 € de chiffre d'affaires, en 2011 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires, en 2012 7,5 millions d'euros de chiffre d'affaires et en 2013 on allait faire 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le modèle a explosé quand la newsletter est devenue une application. L'application est devenue extrêmement populaire dans l'App Store et on a fini par se faire déréférencer en 2013 parce qu'en fait on était devenu un App Store au sein de l'App Store et on était devenu trop gros, trop influent et Apple, probablement à raison, rétrospectivement quand j'y repense, nous a coupé l'herbe sous le pied. Donc App Gratis cartonne et en 2013, c'est le drame. En 2013, le gros drame, ouais. Ça a été un des grands moments traumatiques de ma vie. On ne peut plus télécharger. Et donc là, c'est un peu pour toi la descente aux enfers. Pour une boîte qui était si prometteuse, tu passes de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires à zéro, rien. En une journée. Donc là, il y a une petite traversée du désert. Plus qu'une petite. Bah, on peut en parler, ouais. Donc si tu veux parler de cette période. Mais après, tu lances Batch.com. C'est là que tu renoues avec le succès. Donc c'est quand même une histoire qui finit bien. Écoute, maintenant ça remonte à longtemps, puisque c'est 2013, ça fait presque 8 ans, donc c'est un gros cycle. Et au milieu, il y a effectivement une traversée du désert pas cool, pas sympa, où pendant 1 an et demi, 2 ans, les gens... Parce qu'en fait, l'histoire d'App Gratis, elle a été extrêmement médiatisée. Il y a Fleur Pellerin, qui était ministre, était venu faire un speech dans les bureaux. Donc plein de gens se rappellent de ce truc-là comme si c'était hier. Et en fait, cette espèce de halo un peu de destruction, moi, m'a marqué pendant assez longtemps, où les gens pensaient que ça n'existait plus, que j'étais mort, que j'étais fini, etc. Donc et on est passé vraiment d'un stade un peu, tu vois, star des applis 2010, il n'y avait rien, il n'y avait pas les levées de fonds comme aujourd'hui. Donc j'étais très visible, à un truc où pendant 1 an et demi, vraiment, même les gens les plus gentils comme toi ne répondaient pas à mes emails. Pour te dire à quel point... pas à l'époque, je t'aurais répondu sinon, je t'aurais répondu. Pour te dire à quel point j'ai été seul. Ah oui. Et c'est vraiment grâce à mon équipe, Antoine, mon associé, des gens comme Nicolas, Baptiste, Thierry, qui ont fait le switch d'App Gratis à Batch, qui m'ont aidé à monter une boîte, qu'on a remontée ensemble d'ailleurs. Et aujourd'hui, écoute, on est une 60aine, ça cartonne, mais ça a été très dur entre les deux. Alors Simon, tu me disais avant l'émission que tout le monde ne comprend pas forcément immédiatement ce que fait Batch.com. C'est la raison pour laquelle on est allé interviewer des passants pour leur demander ce que leur inspirait Batch.com. Donc c'est parti pour la rubrique Micro-trottoir de Solal. Salut Vincent, bon aujourd'hui on est parti dans la rue voir ce qu'évoquait l'application Batch.com, c'est parti. Batch.com ce serait une application, je suppose, pour virtualiser les badges d'entrée dans un endroit via ton téléphone. Bac, ce serait BAC ou BACK. Batch.com, c'est simple, c'est une application du NetMessage pour pouvoir recevoir et gérer toute votre push notification. Vous avez compris? Moi, j'ai pas du tout compris. Ouais, le batch, ouais, ça m'intéresse. C'est des batchs contre les cigarettes, les batchs qu'on le met sur... on arrête de fumer. Je l'ai essayé déjà, j'ai arrêté pendant 1 an et demi et j'ai recommencé. Badge, un badge pour signaler que je suis une personnalité importante. La vérité, je sais pas. C'est une application de cours en ligne. Ça me fait... Ah, Zama, c'est pour une pub. Rien à cirer. Au revoir. Une application pour le tri des déchets, pour le bien-être de la planète. C'est pas rentrer, sortir à un endroit. Il y a beaucoup des endroits où on rentre avec un badge et on sort avec un badge. Musique. Non, même pas. BACH, non. Bon, que ce soit Batch, Back, Baz, Badge, ce que vous voulez, Simon, on te souhaite beaucoup de réussite dans ce nouveau projet. Alors, c'est bon ça, putain. Qu'est-ce que ça te fait de voir les réactions des passants? Donc, je pense que maintenant, on est un peu toujours dans le flou total. Donc, peux-tu maintenant vraiment nous expliquer ce qu'est Batch.com? Ouais, bien sûr. Déjà, Batch, c'est une offre de service qui s'adresse aux entreprises, ce qu'on appelle du B2B, donc le grand public, c'est normal qu'ils ne connaissent pas très bien. Écoute, on est techniquement ce qu'on appelle, ce que les grands cabinets d'études américains appellent une mobile marketing platform. On aide les marques et les médias à forger des relations personnalisées et fortes avec leurs clients en leur donnant toute une série d'outils de communication et notamment les fameuses, tu sais, notifications push. C'est push SMS, les push notifs. Ouais. Tu reçois tous les jours sur ton smartphone de ton application Le Monde ou SNCF, ton application RATP. Si tu es un client de la Redoute Galerie de la Fête, tu reçois ces messages-là qui te
préviennent que ton colis est en route, qu'il y a une nouvelle promotion, qu'il y a une information. Et donc nous, on donne aux marques et aux médias la maîtrise de tous ces outils-là qui disruptent, si tu veux, complètement le marché des vieilles plateformes de cloud marketing, les Salesforce, les Adobe, les Oracle, qui existent depuis 25 ans et qui ne sont pas du tout adaptés pour ce monde-là. Nous, on a créé une plateforme qui est hyper moderne, d'un nouveau genre, et qui aide les marques à mieux engager leurs clients, les faire revenir, générer plus de chiffre d'affaires, mieux fidéliser leurs audiences. Donc tu joues beaucoup sur le taux de réachat? On joue, écoute, sur le taux d'achat, le taux de revisite et le taux d'achat, oui, absolument. Est-ce que tu peux, en quelques chiffres, nous décrire Batch.com? Ouais, écoute, ça devient assez gros. On est une 60aine de personnes, un peu partout en Europe. On a plus de 300 clients, principalement des très grands comptes. Sogé, BNP ou SNCF, La Redoute, Galeries Lafayette. On a aussi des pure players, des gens comme Cityscoot, Back Market, Vestiaire Collective et j'en passe. On envoie 20 milliards de push par mois, donc ça commence à être pas mal. Après 300 millions de visiteurs uniques tous les mois qui se connectent sur les sites et les applications de nos clients. Écoute, on a embauché 20 personnes l'an dernier, grosse croissance de chiffre d'affaires. Vous n'avez pas été trop affecté par la crise sanitaire? On a été un peu affecté comme tout le monde entre mars et juin sur le newbies, mais ça a repris très très fort à la rentrée. On fait partie, si tu veux, des technologies, des acteurs qui aident les marques et les médias à se digitaliser, à mieux communiquer avec leurs clients dans l'ère digitale. Donc on fait plutôt partie des services de prédilection. Donc on a fait un énorme deuxième semestre. Et là, écoute, on a une quarantaine de postes ouverts dans toutes les équipes pour continuer un développement européen commercial assez agressif. On a des grosses targets pour 2021-2022. En tout cas, félicitations parce que, comme on le disait tout à l'heure, tu as connu des périodes difficiles et ça fait vraiment plaisir de voir que voilà, après la pluie, il y a le beau temps, que quand on est déterminé, qu'on met beaucoup d'énergie, on arrive, voilà. Et surtout quand on a une super équipe. Moi, j'ai pas fait grand-chose là-dedans. C'est vraiment les gens qui m'ont accompagné, qui ont porté ce projet. C'est la même équipe CapGratis qui est restée avec toi ou Il y a une équipe, on l'appelle un peu la founding team chez nous, de gens qui, effectivement, AppGratis, on était presque 100. D'accord. En 1 an et demi, on est passé de 100 à une petite dizaine. Et il y a une petite partie de l'équipe, toute une série de développeurs, ingénieurs hyper forts qui sont à Lyon, d'ailleurs, des gens comme Nicolas, Vincent, Arnaud, Cédric, des gens qui sont avec nous depuis 6, 7, 8 ans. Et à Paris, mon associé cofondateur Antoine, Thierry, notre DIRCO, Baptiste. Donc il y a une petite cellule, un petit noyau dur de gens qui ont fait le switch et qui ont, comme moi, connu toute l'aventure et qui n'ont jamais lâché la barre. Simon, maintenant qu'on en sait un peu plus sur Batch.com, on va lancer l'interview Tu préfères. C'est parti pour l'interview Tu préfères. Alors Simon, c'est très simple, je te demande ce que tu préfères et tu me dis ce que tu préfères. Tu as le droit à un joker, mais il n'y a pas trop de questions qui mériteraient 2 jokers. Allez. C'est parti. Thé ou café? Café, immense buveur de café. Elon Musk ou Jeff Bezos? Elon Musk. Paris ou San Francisco? Paris à 100%. Plus jamais San Francisco. AppGratis ou Batch.com? Batch.com à 1000%. Perdre de l'argent ou perdre une idée? Ah, perdre une idée. J'ai tellement perdu d'argent dans ma vie que je suis immunisé contre la perte d'argent. Innovation ou invention? Innovation. Tu paries sur des idées ou sur des hommes? Des hommes qui ont des bonnes idées. Mule ou licorne? Mule, les chaussures, tu veux dire? Alors, il faut... Non, mule, moi j'aime bien les mules, j'aime bien quand c'est lent mais que ça va très loin. Bitcoin ou Ethereum? Ah, Bitcoin. On en parlera tout à l'heure. TF1 ou Arte? Arte, ça c'est mon côté un peu bobo de gauche parisienne. Counter-Strike ou Fortnite? Counter-Strike. LinkedIn ou Twitch? Ah, LinkedIn. Je passe ma vie sur LinkedIn. Ajoutez-moi sur LinkedIn. Et t-shirt blanc ou t-shirt noir? Noir. Start-up ou grosse boîte? Start-up. Facebook ou Instagram? Ah, ni l'un ni l'autre. Clubhouse peut-être? Clubhouse à fond, ouais. On va en parler si tu veux, mais avec ma nouvelle passion. Avec plaisir. Netflix ou Amazon? Amazon. Alors je sais pas si je devrais te poser la question, tu as le droit à un joker. Apple ou Samsung? Apple, je suis resté extrêmement fidèle. Je suis équipé 100%, MacBook, iPhone. D'accord. Ouais. Olivier Véran ou Didier Raoult? Waouh, c'est la colle là, Olivier Véran quand même. Et Tesla ou Renault? Renault. D'accord. Et pourquoi Renault alors? Je sais pas, petit côté franchouillard. Merci beaucoup Simon. Donc Merci Simon, tu sais, t'en parlais tout à l'heure, vous embauchez énormément. Les RH, c'est la clé de voûte de la réussite d'une entreprise. Il y a des métiers qui apparaissent, des métiers qui disparaissent. Et on a Michael de la société Ametix qui va nous parler des métiers du digital. Génial. Et ce mois-ci, il va nous parler d'un métier, je ne sais pas si tu le connais, le métier d'architecte IT. Donc c'est tout de suite. C'est Michael pour les métiers du digital. Qu'est-ce qu'un architecte? Alors, je sais, si je vous demande ce qu'est un architecte, vous allez tout de suite me dire que c'est ça, ou alors encore mieux, ça.
Et bien dans l'IT, on n'est vraiment pas très loin. Vous avez souvent dû entendre « Ah, j'ai des problèmes avec ma terrasse, mon architecte a fait n'importe quoi, pourquoi j'ai ma cuisine dans mon salon ou ma douche dans ma cheminée ?» Et bien dans l'IT, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est qu'un architecte IT ? Eh bien, c'est simple. En gros, en tant qu'architecte technique, on va évoluer sur tous les projets et les demandes d'évolution qui vont avoir un impact sur l'architecture technique. Cela correspond donc à l'architecture ou à des projets qui vont tourner autour de cette architecture. En tant qu'architecte infrastructure IT et cloud, mes principaux livrables vont être le DAT, le HLD et le plus intéressant car le plus détaillé, le LLD. Lorsque je reçois un besoin pour héberger une nouvelle application ou carrément l'intégralité d'un SI, voilà ce que je dois définir en suivant les best practices, sécurité et architecture. Alors tout d'abord, on va définir le CIDR. Une fois qu'on a défini ce CIDR, on va redécouper cet adressage en sous-réseau et choisir le bon sizing. Ensuite, on définit la matrice de câblage et la matrice de rackage en fonction du nombre de U à mettre dans les baies. Et enfin, on fait un beau design usine à gaz avec toutes les ressources nécessaires pour que les ingénieurs puissent builder la plateforme en fonction du HLD. Vous avez rien compris à ce que je viens de dire? C'est normal. Seul un architecte IT ou cloud peut comprendre ce que je viens de dire. Du coup, vous l'aurez compris, la plus grosse difficulté pour un architecte technique, c'est encore d'expliquer son métier. Merci Mickaël d'Abetix, excellent comme d'habitude, sauf qu'on n'a pas encore compris totalement ce que c'était que l'architecte IT. Est-ce que Simon, tu pourrais nous expliquer? Je peux essayer parce que nous, c'est un profil qu'on rencontre tous les jours dans notre métier parce que c'est généralement chez le client la personne qui va s'occuper d'architecturer l'intégration de notre solution pour qu'elle ne soit pas dans son coin, mais qu'elle soit bien connectée au reste de ce qu'on appelle le SI, tu vois, le système d'information des grosses boîtes. Et donc, c'est des gens qui ont effectivement un métier crucial pour permettre à tous les gros groupes de faire leur transfo digital sans se créer trop de dettes techniques. D'où le nom plutôt pertinent d'architecte IT dans la conception, l'interconnexion et s'assurer que l'édifice, une fois construit, s'effondre pas. Merci beaucoup Simon. On va lancer l'interview 2 minutes. C'est très simple. Tu dois répondre le plus rapidement possible à des questions qui sont plus ou moins complexes. C'est l'interview 2 minutes. Simon, tu voulais faire quoi quand tu étais petit? Pilote d'avion comme Buck Danny. Les études, c'était ton truc? C'était pas trop mon truc, j'étais un peu en rébellion contre le système éducatif. L'entrepreneuriat, pour toi, c'est une histoire de potes? C'est une histoire de passion avant tout. Tu t'es dit quoi la minute où App Gratis s'est fait kill? Merde. Est-ce que tu as toujours un iPhone? J'ai toujours un iPhone, ouais. Est-ce que tu es rancunier? Je suis pas rancunier, mais j'oublie pas. Comme on dit, mais du en coup, Charente-Maritime. t'es plus Apple ou Android? Je suis assez fan d'Apple, en vrai. Fleur Pellerin, c'est une copine à toi? Elle a pas répondu à mon dernier SMS. Peut-être que tu aurais dû utiliser un push? Peut-être que j'aurais dû lui envoyer un petit push, ouais. Pourquoi on parle de Fleur Pellerin? On en parle parce que c'était la ministre du numérique de l'époque en 2013 et elle était venue faire un speech dans notre bureau sur la neutralité du net et la dépendance au GAFA, justement la semaine où on s'était fait déréférencer par Apple. Quand tu as tout perdu, est-ce que tu as perdu des amis? Non, c'est ce qui reste. Quand tu as tout perdu, c'est ce qui reste vraiment. Si tu devais recommencer App Gratis, est-ce que tu ferais pareil? Absolument pas. Pour toi, App Gratis, c'était un échec ou un tremplin? C'était une des grandes expériences formatrices de ma vie. Est-ce que tu veux qu'on arrête de parler d'App Gratis? J'ai l'impression qu'on va pas arrêter de parler. En fait, plus le temps passe et plus on en parle. J'ai encore des trucs cette semaine. J'ai 2 émissions après la tienne où on va encore parler d'App Gratis. Je m'en sors pas. Est-ce que tu es fier de Batch.com? Je suis extrêmement fier de ce qu'on fait avec Batch et de ce qu'on a réussi à faire et les gens qui nous ont rejoints. Ouais. Alors, c'est quoi Oui.ai? Oui.ai, c'est une boîte dans laquelle j'ai investi en 2014, qui s'est fait racheter quasiment instantanément par Facebook et qui faisait, c'est technique, accroche-toi, une API de NLP, donc de Natural Language Processing, qui permettait de brancher dans n'importe quelle application une interface permettant à un robot de dialoguer avec un humain et vice-versa de manière plutôt fluide. Est-ce que tu as des nouvelles idées d'app? J'ai une idée de business qui me trotte dans la tête depuis longtemps. Ouais. Je sais pas si je vais t'en parler, mais ça m'obsède depuis des années. Un jour, si je remonte quelque chose, peut-être que ça sera ça. Est-ce que Batch.com, tu souhaites le vendre? Peut-être un jour, mais là, on est tellement en croissance, si tu veux, qu'on va plutôt essayer de décupler le business et peut-être qu'un jour, on sera racheté tellement la boîte est chambée. Ouais. C'est qui la personne qui t'a le plus aidé dans ce métier? Écoute, j'ai eu plusieurs gens qui ont un peu agi comme un peu comme des mentors, des coachs. Il y en a eu plusieurs successivement. Il y a eu mon tout premier associé quand j'avais 17 ans, Christophe Denoroy, que j'ai perdu de vue. Ensuite, il y a eu Pascal Lévy-Garbois, qui était un des 4 cofondateurs de Virtuose, qui m'a conseillé, accompagné, qui a vraiment été un ami, un mentor, un ami. Et plus récemment, sur les 10 dernières années, un des tout premiers business angels qui a investi chez App Gratis, qui est pas très connu, mais qui gagne à l'être, qui s'appelle Franck Luer,
Pierre, qui m'a énormément apporté. Très connu, on le connaît. Ouais, je dis ça parce que, mais qui m'a beaucoup Notify, absolument, qui m'a accompagné pendant longtemps et qui m'a vraiment amené des choses que je comprenais mal, que je connaissais pas et qui a été un soutien indéfectible pendant 10 ans. Ouais. Et la personne qui t'a mis le plus de bâtons dans les roues? Moi-même. C'est un peu une réponse à l'américaine, mais ouais, je suis mon meilleur ennemi. La politique, ça te branche? Écoute, ouais, ça m'intéresse intellectuellement, mais je me verrai jamais faire de la politique moi-même. Est-ce que tu trouves qu'en France, on est en retard au niveau digital? On est en retard au niveau anglais, je peux te dire. Notre grand problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a toujours pas fait de la maîtrise de l'anglais une grande cause nationale autour de laquelle on arc-boute toutes les bonnes volontés. Et du coup, on est encore très limité à notre périmètre culturel franco-français. C'est quoi tes conseils au gouvernement pour une meilleure transition digitale? Ça, c'est mon sujet préféré. Le gouvernement, non mais, et en plus, on y vient un petit peu, mais ce que notre gouvernement doit absolument faire, c'est ce qu'a fait le gouvernement américain, c'est faire un peu moins d'aide aux startups et beaucoup plus de commandes d'État. Parce que si le gouvernement, il me file 1 million d'euros d'aide, ça m'aide, mais j'ai juste 1 million d'euros à dépenser. S'il commande 1 million d'euros chez Batch, pour équiper, par exemple, tous les sites du gouvernement, comme ils l'ont un peu fait pendant la crise du Covid, de notre technologie de push d'alerting, et ben en fait, c'est du business, ça rentre dans ma valo de boîte, ça me permet de me valoriser mieux, donc de lever plus d'argent auprès du secteur privé à des meilleurs valos, et d'être donc beaucoup plus vite, beaucoup plus gros, et d'aller devenir un champion international. Et donc ça, l'État américain l'a fait parfaitement. C'est des énormes consommateurs clients de Palantir, Facebook, Google, Microsoft depuis toujours. Et ça a permis à ces boîtes d'avoir des trajectoires non pas comme ça, mais comme ça, quoi. Donc Cédrico, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à acheter mais du Cédrico, je pense Batch.com. qu'il est très conscient de ça. Alors Simon, c'est terminé, mais j'ai une dernière question. C'est quoi tes conseils à celui qui présente cette émission? À celui qui continue à être exactement comme t'es. Hein. Tu sais, moi, tu m'impressionnes beaucoup. T'es un peu comme moi, mais différemment, un peu un misfit, quoi. Le mec qui a réussi, qui a surmonté ses traumas, ses limites et qui a explosé, quoi. Moi, tu m'impressionnes dans ta capacité à networker, à fédérer, à créer. Franchement, continue comme beaucoup. Ça. Merci beaucoup. Bon, ça, on coupera, j'aime pas. Alors, Simon, est-ce que tu t'intéresses aux crypto-monnaies? Écoute, je m'intéresse à mon Bitcoin. Parce que j'en ai un. D'accord. De manière générale, je trouve qu'à nouveau, intellectuellement, c'est passionnant. Malheureusement, je dois être trop limité pour avoir tout compris, donc j'ai jamais réussi à vraiment m'intéresser techniquement ni à financer des boîtes dans ce secteur. Parce que globalement, j'y comprends rien. Je m'étais quand même penché un peu sur les papiers du fameux Satoshi, et c'est juste techniquement, c'est trop complexe. Mais ouais, c'est passionnant et j'ai hâte de voir. Je pense qu'on est encore dans l'enfance du truc et qu'on va voir les vraies applications à un moment donné arriver pour les cryptos, au-delà de la pure spéculation. Donc j'ai hâte. Ouais. Parce qu'on connaît quelqu'un au Tech Show qui est un expert reconnu du Bitcoin. Non, c'est pas moi. Par contre, il nous conseille beaucoup. Donc il va venir nous en parler tout de suite. C'est Vidal Shriki qui nous rejoint en plateau. Bonjour Vidal, bienvenue dans le Tech Show. Bonjour Vincent, bonjour Simon. Alors Vidal, on est ravis de t'accueillir. Tu es un des plus grands experts français en crypto-monnaie. Tu accompagnes de nombreuses entreprises et également des institutions comme l'AMF. Et tu es également cofondateur avec Hervé Ababou de BTU Protocol. Donc l'idée, c'était d'échanger avec toi. Là, en ce moment, le Bitcoin bat des records. On ne sait plus quoi penser. Nous avons besoin de ton éclairage pour comprendre ce que sont les crypto-monnaies. Ben, écoute, avec plaisir. Alors pour cette première chronique sur la crypto, dans cette émission, je pense qu'on n'a pas le choix. On est obligé de parler de la mère des crypto-monnaies, qui est le Bitcoin. Donc, ce qu'il faut d'abord comprendre, sans rentrer dans les détails techniques, c'est que l'innovation du Bitcoin, c'est comparable à l'Internet. Avec l'Internet, on digitalise l'information et on la fait circuler sur un réseau public et ouvert. Avec le Bitcoin, on a digitalisé, on a numérisé de la valeur et on est capable d'échanger sur ce réseau numérique qui est l'Internet. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette unité de valeur, le Bitcoin? C'est que c'est d'abord du cash numérique. Donc c'est l'équivalent numérique d'un billet de banque qu'on peut s'échanger, toi et moi, de pair à pair, de personne à personne, sans qu'il y ait besoin qu'il y ait une institution qui valide cette transaction. Donc de même que si je te paye en cash, si je te paye en Bitcoin, il n'y a pas besoin d'institution. C'est ce qu'on appelle la décentralisation? Alors oui, la décentralisation, c'est le fonctionnement interne du Bitcoin qui n'a pas besoin d'une unité centrale pour pouvoir contrôler le fonctionnement du réseau. Ce qui est important également, c'est que c'est une monnaie numérique qui n'est pas saisissable. Donc à partir du moment où on possède un Bitcoin, personne ne peut décider qu'on ne l'a plus. Et pour terminer, une autre caractéristique importante, c'est la transparence et le fait que la politique d'émission monétaire
est entièrement algorithmique et défini à l'avance. Donc en quelque sorte, on a appliqué le concept de voiture autonome à la banque centrale. On donne la confiance dans les mathématiques, dans cet algorithme d'émission monétaire. Et le Bitcoin a une émission monétaire finie. Alors il y a combien de Bitcoin, combien on peut miner de Bitcoin? Alors il y aura à terme 21 millions de Bitcoin, sachant qu'aujourd'hui on a miné 18 millions. Et alors qu'arrivera-t-il une fois qu'on aura les 3 millions supplémentaires, qu'on les aura minés? Il n'arrivera rien de particulier, c'est que ils auront tous été émis et on va que les échanger. On va que les échanger. Est-ce qu'on peut miser sur le fait du coup que le prix va augmenter quand on ne pourra plus les miner, puisque il n'y aura plus qu'un seul moyen, alors qu'aujourd'hui, il y en a deux? C'est effectivement la thèse. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité brûlante? On voit que, au moment où on enregistre cette émission, le Bitcoin vient de franchir le cap symbolique des 50 000 $. L'homme le plus riche du monde, Elon Musk, vient de diversifier la trésorerie de son entreprise avec l'équivalent d'1,5 milliard de $ en Bitcoin. Alors, pourquoi on en arrive là et pourquoi ce progrès soudain d'intérêt dans la crypto-monnaie? Tout simplement, c'est parce qu'on voit qu'aux États-Unis, on rentre dans un cycle qui est probablement lié au Covid, où les taux d'intérêt du dollar et de l'euro sont négatifs. Et puis, quand on voit l'hyperinflation, 20% des dollars en circulation ont été émis dans les 12 derniers mois. Donc il y a des entreprises comme Tesla, comme MicroStrategy, qui souhaitent diversifier leur trésorerie dans des actifs qui sont décorrélés du marché, qui ont des propriétés de gestion de la trésorerie qui sont intéressantes, et notamment, ce qui est un peu inconnu, on peut mettre ses bitcoins en garantie pour emprunter de l'argent. Et ça, c'est intéressant parce que s'il fallait les vendre, on devrait payer des impôts sur la plus-value et ensuite utiliser sa réserve. Là, on peut toujours garder sa réserve. On peut les nantir et donc leverager sur du bitcoin. Et c'est ça qui intéresse beaucoup de directeurs financiers, et ce qui fait qu'il y a un mouvement aujourd'hui qui attire des institutionnels, au point que, encore avant-hier, la troisième plus grosse banque du monde américaine disait que si on n'a pas la capacité d'offrir à ses clients d'acheter du Bitcoin, on est en risque de les perdre. C'est presque une faute professionnelle. Et juste pour conclure, le point de vigilance, en fait, ce qu'on entend parfois par les contradicteurs des crypto-monnaies, c'est que ça peut aussi servir pour blanchir de l'argent ou pour la mafia. Qu'est-ce que tu penses de cela? Est-ce que c'est un argument que tu entends, ou est-ce qu'il faut l'éluder? Effectivement, le Bitcoin est presque le fantasme de toutes les critiques. Sur la partie blanchiment, en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que ce n'est pas le Bitcoin qui est en cause. C'est-à-dire, si des criminels font une attaque informatique et réclament un paiement en Bitcoin, ce n'est pas le Bitcoin qui a un problème, c'est eux qui ont fait une attaque. Ils auraient pu demander, s'ils avaient demandé d'être payés en euros, on ne critique pas l'euro. A priori, dans le milieu criminel, on utilise davantage le cash que les crypto-monnaies. Vidal, merci infiniment. On pourrait parler avec toi des heures, et souvent je parle avec toi des heures. C'est passionnant. Vidal, tu peux rester avec nous. Donc Simon, on sait que tu as investi dans de nombreuses startups, et d'ailleurs certaines ont été des cartons comme Bankin dont tu parlais tout à l'heure. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire une interview j'investis ou j'investis pas. L'idée, c'est on va te parler de projets et tu vas nous dire si rien qu'avec l'idée, tu investis ou tu investis pas. Alors Simon, on vient de changer le fond du décor. Est-ce que ça te fait penser à quelque chose? C'est magnifique. J'ai cru que c'était le Golden Gate Bridge, mais en fait, j'ai l'impression que c'est un pont un peu plus près de chez moi. Je crois que c'est le pont de l'île de Ré. C'est le pont de l'île de Ré, exactement. Donc voilà, on voulait te faire ce petit cadeau, un petit souvenir. Vous êtes délicat et subtil ici, merci. Alors maintenant, on commence. Maintenant, on va être beaucoup plus sérieux. C'est l'interview j'investis ou j'investis pas. Tu dois investir ou ne pas investir uniquement sur une idée. Normalement, on investit plus sur des hommes, mais là, on va parler que de l'idée. Est-ce que tu es prêt? Prêt. Changers, une application qui change ton apparence physique en live pour des visioconférences. Genre, tu peux faire croire que tu es Barack Obama. J'investis pas, gadget. Heure, une application qui te permet d'écrire directement en écriture inclusive. J'investis. Projet passion. Waf Waf, une application qui permet de traduire ce que tu dis en aboiement à ton chien. Ouais, le marché des chiens et des chats, c'est un énorme marché. J'investis. Jette ton fric, une application pour les ultra riches qui permet de jeter son argent quand on en a trop. Mais je investis dans récupère le fric des riches surtout, c'est ça. Le porno écolo, une vidéo regardée égale un arbre planté. Ouais, bonne idée, j'investis. E.T., une application qui permet d'envoyer des messages de ton choix au fin fond de la galaxie si jamais un extraterrestre ou Dieu les recevrait. Trop tôt, trop en avance sur le marché, j'investis pas. Cicatrice, une application qui permettrait aux chirurgiens de guider leurs patients pour qu'ils s'opèrent eux-mêmes. Ah, ça j'investis à fond, j'adore l'autochirurgie. Alors Miroir Miroir, une application de miroir connecté en réalité virtuelle qui permet de scanner ce qu'il y a dans ta garde-robe et de te proposer différents styles. Non, trop égotrip, j'investis pas.
Souvenir, une application qui permettrait de télécharger toute ta mémoire pour l'éternité. Ah, 100%. Ce site, c'est RIA, je fais tout le financement de la boîte. Et enfin, le Tech Show, une émission sur la tech et le digital. On peut investir? Avec plaisir. Ah bah, envoie-moi la documentation. Je signe tout de suite. Merci beaucoup d'être prêté au jeu de cette interview. Alors, avant de continuer, on va remercier Vidal. Et on va retrouver maintenant Hervé Bloch, donc le patron des Big Boss, qui chaque mois nous parle des transferts dans le monde du digital. Merci Vincent. Alors, aujourd'hui, les nominations pour l'émission Luca Gerini, qui devient directeur général d'Interflora en Italie, Julia Turner, qui prend la direction e-commerce et global digital de Seva, le laboratoire de santé animale, Marion Clément, qui dirige l'e-commerce Europe de The Couples. Alors, je voudrais vous parler aussi des reconversions. Nathalie Brun, qui a dirigé pas mal de boîtes dans le digital et qui est aujourd'hui agent immobilier chez Laforêt Immobilier, un vieux rêve qu'elle avait depuis toujours. Dans les mouvements, Jessie Toulcanon, qui a aussi travaillé beaucoup dans le digital au sein de marques de mode qui maintenant a une start-up du dernier kilomètre, PickMe. Dans les mobilités internes, Mohamed El Jandoubi qui a rejoint la marque Renault sur la partie PRM-CRM. Et enfin, quelques coups de cœur. Grégory Pascal, que je connais depuis 25 ans, c'est le seul entrepreneur en France à avoir aussi bien réussi dans la tech, il est à l'origine de Symfony 2, que dans la com, puisqu'il a créé Sensio, qu'il a revendu ensuite à Grey. Et enfin, mon ami Patrice Thierry, qui a fait une super exit chez ProWebCE et qui lance un fonds, Tomcat Capital, qui a, je pense, une aussi grande réussite que son aventure entrepreneuriale. Et enfin, je voulais parler de mon ami Olivier Le Garlantezec, aujourd'hui chez LVMH. Alors Olivier, tu démarres ta carrière en 96 chez SFR. Tu es à l'origine du Tam Tam, Entrée Libre, Le WAP. En 2000, tu es directeur marketing de Liberty Surf Tiscali, racheté par Free. En 2003, tu passes chez Coca-Cola, marketing manager, puis directeur digital de toutes les marques, premier directeur digital du groupe Coca-Cola. En 2007, tu passes dans les forces obscures du prestataire puisque tu es chez Fun Valley, première agence mondiale en marketing mobile, rachetée par Publicis. Tu occupes des places stratégiques chez Publicis au niveau des agences, notamment chez Publicis Sapiens, qui représente plus de 500 personnes en France. Et en 2017, tu rejoins cette belle maison LVMH pour diriger les partenariats digitaux et tech. C'est toi qui anime la sphère tech, notamment chez Vivatech, dans le beau stand LVMH. Et c'est toi qui fais en sorte d'insuffler la logique start-up au niveau de cette belle maison du luxe mondial. Alors voilà, un parcours inédit, SFR, Coca-Cola, Publicis, LVMH. Donc c'est ça l'agilité du web. Passer du grand compte au prestataire, du prestataire à l'empire du luxe. Bravo à toi, Olivier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, merci à tous. Et puis, n'hésitez pas à nous faire part de vos nominations, de vos mouvements, de vos reconversions. On en parlera sur les prochaines émissions. Vincent, je te rends la parole. Merci Hervé, le fondateur de la société Les Big Boss. Et tout de suite, c'est le mot du coach. Bonjour. Bonjour Olivier, bienvenue de nouveau dans le Tech Show. Donc Simon, je te présente Olivier Bétache. C'est un coach de personnalité, c'est une star dans son secteur. Et chaque mois, il vient nous aborder un sujet. Je ne sais pas si toi, tu as eu déjà un coach professionnel. Ça a changé ma vie. Moi, j'ai été coaché il y a 1 an et demi. Ça a changé ma trajectoire. Eh bien, pareil pour tous les personnes qui ont été coachées par Olivier. Olivier, donc c'est à toi, c'est le mot du coach. Merci Vincent et enchanté Simon. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet profond qui touche selon moi tous les entrepreneurs. C'est la question du sens. Comment répondre en moins de 10 mots à cette question essentielle? Pourquoi j'entreprends? Je pense que c'est primordial d'avoir mûri la question au calme, comme disent les jeunes, et ce pour 2 raisons. Premièrement, j'observe que ceux qui ne l'ont pas encore tranché ont le plus grand mal à faire des choix clivants. Faut-il vendre tout de suite quand on en a l'occasion ou attendre encore quelques années pour faire un plus bel exit? Faut-il se risquer à développer l'international ou concentrer tous ses efforts sur la France? Autant de dilemmes qui trouvent des issues bien plus rapidement, mais surtout bien plus sereinement quand on a trouvé sa boussole interne, sa raison d'entreprendre. Deuxièmement, parce que l'entrepreneuriat est une démarche vers la liberté. Si je renonce à la sécurité du salariat, au-delà de l'espoir du jackpot de la licorne, c'est aussi et surtout pour être libre. Libre de créer un univers qui tourne à ma sauce, dans lequel c'est le monde qui s'adapte à moi et non l'inverse.
Sans boussole interne, le start-upper peut retomber dans les méandres du système et se comporter comme un bon élève de l'écosystème. Son board remplacera son ex-patron et sa roadmap, ses objectifs annuels. Alors comment fait-on? Comment trouver sa flamme et organiser sa vie professionnelle en fonction d'elle? Eh bien mon conseil est le suivant, placez de l'ambition sur votre flow. Ok, je vais vous expliquer. L'état de flux, ou state of flow, est un concept élaboré par Mihaly Csikszentmihalyi. Oui, il s'appelle vraiment comme ça. Le flow, c'est un état, une zone d'expérience optimale, dans laquelle on est entièrement investi dans ce que l'on fait. Ce concept est d'ailleurs au centre du dernier film de Pixar, Soul, dont on va voir un extrait. Ça vaut le coup d'aller voir? Bon, on y va? Mais c'est quoi cet endroit? Tu vois, dans la vie, quand vous êtes concentré sur ce que vous faites, vous voyez pas le temps passer, vous êtes un peu ailleurs. Il y en a même qui appellent ça la zone. Oui. Eh ben c'est ici, la zone, un mi-chemin entre les mondes physiques et spirituels. Mais oui, bien sûr, comme tout à l'heure. J'étais là, quand j'ai passé mon audition. C'est ici que les musiciens se retrouvent quand ils sont en transe. Pas seulement les musiciens. Tiens, regarde. Oh, Roméo, Roméo, pourquoi es-tu... Tex! Oups. Oups. Lorsqu'on est dans sa zone, en état de flux, nous avons le sentiment que notre action a un sens. Le temps s'arrête, ce qui est la marque de notre pulsion d'expression, nous nous sentons heureux et utiles au monde. Mais revenons à l'entrepreneuriat. Tout le monde peut expérimenter l'état de flux à travers une passion, un sport, un moment de grâce. Ce que j'appelle mettre de l'ambition sur son flot, c'est de prendre sa passion au sérieux. Illustrons. Certains des CEO que j'accompagne sont des aventuriers nés. Ils ne s'épanouissent que dans des projets risqués, disruptifs, auxquels personne ne veut croire à la base. Le fait de connaître leur flow et de l'assumer les amène à concevoir des entreprises autonomes qui sauront se passer d'eux une fois la machine lancée et tous les sceptiques emballés. Ils pourront alors repartir rapidement vers de nouvelles aventures, car pour eux, l'adrénaline, c'est une question de survie. D'autres dirigeants sont des compétiteurs. Ils ne ressentent de stimulation que dans l'adversité. En rejoignant un fonds, par exemple, ils peuvent, comme les grands joueurs d'échecs, jouer plusieurs parties à la fois. Ils sont ainsi durablement heureux et performants. Il existe encore bien d'autres moteurs qui poussent un individu à entreprendre. Au contact de dirigeants depuis une dizaine d'années, j'en ai recensé à peu près 20. L'idée, c'est de trouver celui qui nous colle à la peau et de l'assumer au point de faire des choix clivants. Pour finir, mettre de l'ambition sur son flot, ça demande un peu de travail. Car dans les premières années de la vie, la pression parentale et le cadre scolaire poussent naturellement les êtres humains à s'adapter au monde plutôt qu'à s'exprimer. Et ces mécanismes d'adaptation deviennent ensuite des patterns, des automatismes qui laissent des traces dans nos vies d'adultes. Mais ce n'est pas une fatalité. Le cerveau est un organe plastique, on peut créer de nouveaux réflexes avec de la volonté et de l'entraînement. C'est même la raison d'être de ma passion, le coaching. Allez, salut. Bravo Olivier, merci beaucoup pour ce partage. Tes réactions, Simon? Je me retrouve parfaitement là-dedans. Écoute, moi, en plus de ça, il y a la partie sur l'adversité qui est vraiment l'état que je préfère. L'adversité, l'ambiguïté, tu vois, la position de challenger, c'est là où je m'épanouis. Et dès qu'on rentre dans la prospérité, l'establishment, je me sens moins bien, quoi. Ouais. Donc Simon, depuis que tu as Batch, tu dois maintenant être un expert en notification. Je pense que tu dois t'y connaître pas mal. On va te donner des notifs qui apparaissent en général sur nos smartphones. Et c'est à toi de deviner de quelle application il s'agit. C'est parti pour le C'est quelle app? Je te donne un exemple. Richard vous a envoyé une demande d'amis. Tu me dis Clubhouse. Facebook. C'est parti. Alors, des filles autour de vous sont connectées. Bumble. Tinder. Parrainer et gagner 15% de réduction. BetClick. Deliveroo. Notez votre trajet. Uber. Correct. Il est l'heure de vérifier votre pouls. iHeart. Votre colis a été expédié. Fnac. Fnac, Amazon, c'est Discount. Parfait, ça marche. Camille a quitté la conversation. Clubhouse. Alors on va dire Clubhouse. On va parler de Clubhouse après si tu veux, mais c'est aussi WhatsApp. Le variant anglais inquiète. Le Monde. Virement reçu, consultez vos comptes. Banking. Obligé. Évidemment. Nouvelle vidéo, le réchauffement climatique est une foutaise. Jean-Marc Morandini. Exprimez-vous en 140 caractères. Twitter. Et enfin, vente flash. Vente flash, vente privée. Correct. Franchement, tu as réussi l'interview notification, mais ça ne m'étonne pas, tu es quand même l'expert français des notifs. Est-ce que Simon, tu es fan de séries télé?
Modérément. Modérément. Est-ce qu'il y a une série que tu regardes en ce moment? Je viens d'en finir une assez exceptionnelle, je dois dire, qui s'appelle Your Honor, avec Brian avec Bryan Cranston. D'accord. Parce que ici, au Tech Show, on a une sérivore, elle s'appelle Karine, et elle va nous parler des leçons qu'on peut tirer des séries TV dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, elle va nous parler du jeu de la dame. Je ne sais pas si tu as vu cette série. Donc, c'est la chronique Joue-la comme de Karine. Merci Vincent. En effet, aujourd'hui nous allons parler de Beth Harmon, l'héroïne de la mini-série Le Jeu de la Dame, The Queen's Gambit. C'est une jeune orpheline prodige des échecs qui se hisse au plus haut niveau dans un monde d'hommes. Mais elle a aussi sa part d'ombre avec ses addictions. Alors pourquoi Beth est-elle un rôle modèle pour les jeunes filles qui veulent réussir? Parce qu'elle applique 5 bonnes pratiques. La première bonne pratique, c'est de trouver un mentor qui connaît les règles. Son mentor, c'est le gardien de son orphelinat, Monsieur Scheibel, qui l'initie aux échecs et qui la présente au directeur du club du lycée. Sans être un champion, il connaît bien les règles. Un bon mentor, c'est juste quelqu'un qui connaît les règles du jeu et qui pourra vous présenter les bonnes personnes pour vous accompagner dans votre évolution et vous apprendre les coups gagnants. Pas besoin d'un gourou ou d'un grand maître, juste quelqu'un qui valorise vos talents. Ensuite, il faut respecter ses adversaires. C'est le deuxième conseil qu'on peut vous donner. Lorsque vous êtes une étoile montante, qui plus est issue d'une minorité, ici les femmes, les gens seront parfois jaloux de votre talent et de votre réussite. Et même peut-être qu'ils souhaiteront vous voir échouer, c'est humain. Même si vous êtes tenté parfois comme Elisabeth de les écraser, ne cédez jamais à cette tentation et plutôt respectez-les. N'oubliez pas que vous aurez peut-être un jour besoin d'eux. Et au final, quelle meilleure reconnaissance que le respect de ses adversaires. Le troisième conseil serait de savoir gagner avec panache et perdre avec élégance. Dans la série, Beth a compris que les yeux de tous étaient rivés sur elle. En entreprise aussi, il faut savoir encaisser les coups, échouer sur un projet, se relever. Il faut savoir perdre avec élégance. Mais surtout, vous ne devez pas aimer ça. Comme Elisabeth, vous devez détester cette sensation. Ne cherchez jamais à cacher ou à nier vos échecs. C'est peut-être le conseil le plus difficile pour un jeune qui arrive en entreprise sans avoir jamais échoué. Mais ça s'apprend et c'est vraiment important. Normalement, si vous avez respecté les 3 premières règles de Beth, vous devriez avoir un réseau d'alliés dans l'entreprise. Et c'est la 4e bonne pratique qu'elle applique. Elle a un réseau d'alliés et elle sait bosser avec eux en équipe. Sachez les solliciter comme Beth le fait lorsqu'elle a besoin d'argent, par exemple pour participer à un tournoi. Sachez aussi leur rendre l'appareil et cultiver ce réseau. Le jour où vous en aurez le plus besoin, ils seront là pour vous. Beth sait travailler en équipe et une victoire collective vaut souvent bien mieux qu'une victoire individuelle. Pour moi, c'est le grand enseignement de cette série qui valorise le collectif très présent chez les Russes face à l'individualisme américain. Enfin, elle est passionnée et elle travaille beaucoup. C'est sûrement le conseil le plus important. Vous pouvez avoir tout le talent du monde, sans travail, sans passion, vous ne tiendrez pas sur la durée. D'autres personnes très talentueuses, plus jeunes, plus pointues arriveront. Dans ces cas-là, votre passion et votre travail feront toute la différence. Pour conclure, Vincent, je dirais que le plus difficile, ce n'est pas d'appliquer bêtement ces 5 conseils que nous livre cette mini-série, mais c'est vraiment de s'y tenir. En effet, merci Karine. Je pense que le plus important, c'est d'appliquer ces conseils et de s'y tenir. Je ne sais pas ce que tu en penses, Simon. Écoute, c'était très pertinent, ça m'a beaucoup plu. Ce parallèle entre les échecs et le management et cette série. Merci encore Karine. Chaque mois, Simon, je laisse les clés du plateau à Edwina d'European Digital Group qui nous parle des étapes de négociation d'un deal. L'idée, c'est d'aider des entrepreneurs, des top managers qui ont pour ambition de faire des acquisitions. Et donc, chaque mois, on interviewe un nouveau prestataire expert dans un des domaines de l'acquisition. Et ce mois-ci, Edwina va recevoir Raphaël Dornano. Donc elle fait du transaction services, c'est-à-dire de l'audit financier pour auditer une société et pour permettre à un futur potentiel acquéreur de choisir sur le fait de savoir s'il a envie d'investir ou de ne pas investir dans cette société. C'est l'interview d'Edwina. Bonjour à tous, merci Vincent et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à la compréhension des opérations d'investissement. Raphaël Dornano est avec nous. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Donc tu es fondatrice de Dornano Plus Co, qui est un cabinet de conseil juridique et financier. Qu'est-ce que les due diligence financières et juridiques? Alors, les due diligence financières, c'est une analyse critique de l'information financière, historique et prévisionnelle d'une cible dans le but de confirmer ou d'infirmer une thèse d'investissement. Chez Dornano & Co, nous intégrons la due diligence financière au sein d'un ensemble plus large, que donc on appelle la due diligence holistique, financière et légale, en partant du principe que pour comprendre réellement un modèle économique et donc de regarder la valeur d'un actif pleinement pour nos clients, on a besoin d'imbriquer ces deux notions de juridique et de financier.
Donc voilà Super. un peu le concept qu'on a créé. Comment vous vous positionnez dans l'écosystème? Alors aujourd'hui, nous, notre positionnement en un mot, c'est le positionnement auprès des entreprises en croissance. C'est-à-dire qu'on est vraiment là pour aider sur des deals où il y a une notion de croissance qui rentre en jeu. Aujourd'hui, on intervient donc sur une clientèle de fonds d'investissement et de corporate qui vont investir dans ces actifs en croissance et qui, grâce à l'approche holistique, ont une vision complète et vraiment 360 de l'actif dans lequel ils investissent. C'est quoi le vrai challenge d'un auditeur? Alors, je dirais que le challenge d'un auditeur, il est de deux ordres. D'abord, poser les bonnes questions. Oui. Deuxièmement, délivrer les bonnes analyses. Bon, donc pour poser les bonnes questions, on en revient encore à l'approche holistique. L'idée, c'est qu'on ne peut poser les bonnes questions que si on a réellement compris le sous-jacent. Et donc nous, on a vraiment mis en œuvre une méthodologie d'analyse par verticale, juridique et financière, qui fait que pour chacune des verticales de la tech, enfin pour chacune, on l'a fait sur 10 pour l'instant, on se pose des questions, par exemple, quel est le modèle de vente, quel est le modèle marketing, quel est le modèle de pricing, qui sont des questions structurantes qui permettent de réellement comprendre l'actif avec les spécificités d'un modèle SaaS. Vous créez une sorte de grille de lecture? Complètement. Justement, ça m'apporte à une question. Donc en fonction de la maturité de la société que tu as amené à auditer et de la nature de l'opération, quels seraient les focus? Par exemple, si on prend le cas d'une opération d'une société venture, quel sera le focus spécifique sur ce type de société? La manière dont on analyse une société dans le venture n'est pas du tout la même que celle d'une société en LBO ou d'une société dans une opération de fusion-acquisition classique. Et même, j'introduirais au sein du venture une double distinction selon qu'on est en early stage, donc des séries A, éventuellement des séries B, ou en late stage, voire en growth, c'est-à-dire des sociétés qui là sont dans une dynamique de croissance plus forte. En fait, quand tu vas regarder une série, par exemple, early stage, donc au début, donc lors du premier round d'investissement, tu vas chercher à valider la cap table, donc la titularité des actions. Tu vas chercher à valider ce qu'on appelle l'attraction commerciale. Est-ce que la société a fait les preuves de son modèle économique? Est-ce que globalement, elle a trouvé un product market fit? Quand tu bascules sur une analyse en série B ou au-delà, tu vas chercher à comprendre ce qu'on appelle en anglais le path to profitability. Donc c'est un terme un peu chic, mais qui consiste à comprendre la trajectoire de rentabilité. Et là, tu vas te poser la question de dans quelle mesure la société est capable de scaler son modèle et donc de déployer à plus grande échelle un modèle de croissance. Dans une opération de LBO, tu vas chercher à valider la quality of earnings et donc la quality of net debt, parce que tu vas vouloir faire ton calcul, voir un peu le degré d'endettement que tu peux mettre et donc te poser la question de est-ce que la société va pouvoir rembourser la dette que je lui mets pour mettre en œuvre le mécanisme. Merci beaucoup Raphaël, c'était hyper enrichissant. Vincent, c'est à toi. Merci beaucoup Edwina, comme d'habitude c'était passionnant, toutes ces réflexions autour d'une opération, d'un deal. Simon, est-ce que tu as ou est-ce que tu projettes de faire des acquisitions avec Batch? Écoute, en tout cas, avoir les bons partenaires qui t'accompagnent dans la durée, c'est hyper important. On a regardé déjà plusieurs fois pour acquérir des concurrents ou des boîtes avec des technologies complémentaires à la nôtre. Ouais. Parfait. Il y a Sabrina donc, qui chaque mois réalise des interviews de femmes influentes. Et aujourd'hui, je pense, Simon, que ça va vraiment te parler parce qu'elle va recevoir une journaliste spécialisée dans l'e-sport. Donc c'est une véritable star des réseaux sociaux. Elle a créé, bien sûr, elle a une page Twitch. C'est Laure Vallée qui est l'invitée de Sabrina pour l'interview Girl Power. Merci Vincent. Bonjour Laure. Bonjour Sabrina. Laure, si je devais te décrire, je dirais qu'aujourd'hui, tu es la seule Française qui travaille à l'international dans l'e-sport. Si toi, tu devais te décrire et surtout parler de ton métier, tu dirais quoi? Je dirais que je suis journaliste et animatrice d'e-sport depuis 2016. Je travaille, que ce soit à la télé, sur beIN Sport ou sur Twitch. J'anime différentes compétitions, j'interviewe des joueurs, je commente des games, je fais beaucoup de choses. Pour les néophytes, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est l'e-sport? Alors l'e-sport, c'est la pratique professionnelle de jeux vidéo compétitifs, donc jeux vidéo en ligne. Comment expliques-tu, Laure, son explosion et sa démocratisation depuis quelques années? C'est une question qu'on se pose souvent en tant que personne de l'écosystème parce qu'il y a souvent eu cette conversation de est-ce que l'e-sport est une bulle, est-ce que c'est quelque chose qui va rester sur le long terme? Et je pense que l'e-sport est arrivé à un moment où les gens, les jeunes en tout cas, cherchaient un nouveau divertissement, peut-être une nouvelle manière de consommer du sport, peut-être aussi un moment où le sport traditionnel avait besoin de, enfin, ne sentait pas encore le besoin de se renouveler pour renouveler son audience. Quand on regarde ça un peu de l'extérieur, on se dit que c'est un monde assez hostile, assez genré. J'aimerais savoir comment tu as réussi à te faire ta place.
Oui, effectivement, c'est un milieu assez hostile. Moi, j'ai eu la chance d'être encadrée par des personnes qui étaient très bienveillantes, qui m'ont beaucoup aidée et qui m'ont fait comprendre que ma place était légitime, que je ne devais pas avoir honte d'être une fille et de jouer aux jeux vidéo et de vouloir parler de ça. Mais il est question de persévérance aussi beaucoup, puisqu'il y aura tout le temps des personnes qui essaieront de te mettre des bâtons dans les roues, que ce soit au niveau du public, des insultes, puisque Twitch, à la différence de la télé, il y a un chat live. Donc, pour le meilleur comme le pire, pour les plus beaux compliments comme pour les pires horreurs, puis les remarques sexistes qu'on peut entendre. C'est quoi la proportion de femmes dans l'e-sport? Pour le jeu pour lequel je travaille, par exemple, qui est League of Legends, il y a autant de joueuses que de joueurs. Et finalement, quand on arrive au haut niveau de la compétition, il n'y a plus du tout de joueuses. Donc je pense qu'on peut en revenir à ce manque d'inclusivité, cette toxicité peut-être envers les joueuses qui fait qu'elles sont découragées avant même d'arriver à leur plus haut niveau. L'e-sport, c'est un métier qui se professionnalise énormément. On assiste à aujourd'hui des joueurs qui, en championnat, gagnent autant que des joueurs de football. Donc en vérité, on n'est pas face à un phénomène de mode alors. Je pense qu'on a passé cette étape, compte tenu du développement de l'e-sport ces dernières années. Quand je vois les shows qu'on peut avoir aujourd'hui qui sont à la hauteur de ce qu'on pourrait voir dans les Jeux Olympiques ou dans le Super Bowl par exemple, c'est intéressant parce qu'on sent que même les grands gérants de clubs regardent l'e-sport d'un air un petit peu inquiet et se rendent compte qu'il y a un transfert d'audience du football vers l'e-sport. Donc moi je suis très contente, très honnêtement. Tu te dis qu'un jour l'e-sport peut même être supérieur en audience au sport traditionnel? On n'en est pas loin. On fait souvent la comparaison entre, par exemple, le jeu pour lequel je travaille, encore une fois, League of Legends, la finale du championnat du monde et les audiences du Super Bowl. Qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, Laure, à toutes les jeunes filles qui nous regardent et qui t'écoutent et à qui on dit « les jeux vidéo, c'est pas pour toi » Qu'il ne faut surtout pas laisser quelqu'un d'autre prendre des décisions à votre place. Croyez en vous. Croyez en votre passion, parce que c'est votre passion qui vous a mené aussi loin et qui continuera de vous mener loin. Et surtout, blindez-vous, essayez de vous blinder le plus possible contre tous les bruits parasites qui pourraient vous donner envie d'arrêter. Parce qu'à la fin de la journée, ce qui compte le plus, c'est votre passion et ce que vous voulez transmettre. Laure, si tu devais prioriser et ne citer qu'une seule mesure qui pourrait aider l'e-sport à être plus inclusif? Je pense qu'il faut vraiment faire de la sensibilisation et de l'éducation, surtout au niveau des équipes, au niveau des structures e-sport, parce que c'est à elles d'engager plus de filles, c'est à elles de donner leur chance à des filles qui en ont vraiment les capacités et qui méritent leur chance, alors que le talent il est là, les filles sont là. On a déjà eu des filles en compétition, la seule raison pour laquelle elles arrêtent, c'est parce qu'il y a une toxicité qui les entoure et qu'elles ne sont pas équipées, qu'elles ne sont pas construites pour gérer ça en tant que femme dans le secteur. Merci Laure infiniment. Merci Sabrina. Merci au Tech Show, merci à Vincent. Merci beaucoup Sabrina, passionnant comme d'habitude. Simon, tu connais Twitch? Tu as un compte sur Twitch? Je connais bien Twitch, j'ai pas de compte, je suis plutôt quelqu'un qui regarde de temps en temps sur Twitch. Je me sers aussi pas mal de Discord, qui est l'autre réseau social audio pour les gamers. D'accord. Donc tu continues quand même à jouer un peu aux jeux vidéo? Je continue à garder un petit contact avec ce monde d'où généralement pas mal d'innovations finit par émerger. Ouais. Et ton jeu vidéo préféré, ton jeu du moment? Moi c'est Fortnite. Ça reste Counter-Strike depuis toujours. D'accord. Simon, j'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer. C'est la fin de cette émission. Et en partant d'un endroit, en sortant d'un endroit, on se dit toujours quelque chose. C'est l'interview en partant de... Simon, qu'est-ce que tu te dis en partant de chez une start-up dans laquelle tu vas investir? Je me dis qu'il faut les laisser bosser. En partant de chez Apple? Je me dis que j'aurais peut-être dû croquer un peu plus dans la pomme. En partant de chez toi? J'ai toujours peur d'avoir oublié les clés à l'intérieur. En partant du travail? Je me dis rien en partant du travail, je me dis vivement d'être à la maison. En partant de la Silicon Valley? Je me suis dit bon débarras. En partant de chez Macron? Je me suis rien dit parce que je suis jamais allé chez Macron. En partant de Paris? Je me dis que je suis content d'aller à l'île de Ré. En partant d'un deal réussi? Ah, je me dis champagne. Et en partant de cette émission? Je me dis c'était vraiment trop court. Merci beaucoup, c'était super sympa Simon de t'avoir avec nous. Franchement, moi j'ai passé un excellent moment en ta compagnie. Moi aussi. On a appris beaucoup de choses, on a bien rigolé. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé à cette émission. Solal de Blue Lemon, John de Mayo, une star du secteur de l'écriture, bien évidemment toutes les équipes du studio Cerise, Bart, Vincent, toutes les équipes. Merci à tous les invités également. J'oublie énormément de personnes, Police Studio bien sûr également. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission du Tech Show et d'ici là, respectez les gestes barrières.